Parlons à présent spécifiquement pour commencer du consommateur américain. On a eu les ventes au détail vendredi et puis c'est la semaine de consommation avant les fêtes de fin d'année aux États-Unis puisque Thanksgiving égale Black Friday. C'est la séquence de cette semaine avec d'ailleurs une semaine qui sera écourtée sur le plan des marchés aux États-Unis. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de voir le consommateur américain à travers les ventes au détail, on a vu une progression de plus de 1% d'un mois sur l'autre pour les ventes au détail du mois d'octobre publié vendredi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de retrouver un consommateur américain dans cet état de forme avant les fêtes de fin d'année? Alors le consommateur américain va bien, mais il y a beaucoup de mais. Alors, premier point, c'est que les chiffres des ventes au détail au mois d'octobre, donc grosso modo, on est en glissement annuel, en nominal, autour de 8%. Donc c'est un chiffre qui est très fort. Mais néanmoins, c'est lié à plusieurs conditions techniques. Premier point, il y a cette grande plateforme de vente en ligne qui a rajouté des jours de promotion, un deuxième jour de promotion. Donc ça a quand même drainé des achats en ligne. D'ailleurs, la vraie question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation des ventes de Noël avec des achats potentiellement prématurés dès le mois d'octobre? Et le deuxième point, c'est qu'on a eu aussi en Californie, par exemple, ils ont envoyé des chèques aux ménages, des fameux chèques pour lutter contre l'inflation, et il y a eu donc un stimulus de demande. Donc il faut faire attention à ce consommateur américain. On a encore beaucoup de messages contradictoires concernant ce consommateur. Il y a aussi une différence entre une vision spot et une vision, si on regarde un peu plus dans le futur. La vision spot est globalement bonne. On voit que le bilan, la santé financière des consommateurs est bonne. Mais si on regarde maintenant dans le futur, on voit qu'il y a quand même une dégradation sous-jacente de sa santé financière. On voit notamment la charge d'intérêt du consommateur américain est en train depuis quelques mois de monter en flèche parce qu'il se réendette très fortement. Et donc on a potentiellement une consommation qui est à la merci des resserrements monétaires et aussi des banques. Et donc ça va être le vrai point clé. On peut se dire potentiellement qu'on va sur quand même un ralentissement de la consommation américaine dans les prochains mois. Vous dites le bilan du consommateur reste sain, néanmoins il a consommé tout ou partie de l'épargne Covid, les fameux chèques qui avaient été envoyés aux ménages américains. Je voyais que le taux d'épargne commençait à refluer assez nettement également. Thomas, ce sont des indicateurs effectivement qu'il faut regarder pour la suite, j'imagine? Tout à fait. Donc, version statique, si on regarde juste la dette du consommateur américain par rapport au PIB, on est sur des niveaux donc très bas. Mais en effet, si on regarde une vision dynamique des choses, on voit que depuis peu, la charge de l'intérêt, la charge des intérêts du consommateur se met à monter en flèche. On voit qu'il y a eu en fait un endettement très, très soudain. Et en effet, si on regarde le taux d'épargne en rythme mensuel, il s'est beaucoup affaibli. Donc, ce qui veut dire que le consommateur américain se met à désépargner fortement, voire même à emprunter pour consommer. Et c'est là où on voit donc un signal potentiellement orange, voire rouge sur la consommation américaine. Mais pour l'instant, le vrai point de faiblesse de l'économie américaine, c'est pas le consommateur, c'est plutôt en effet le marché immobilier à cause de la grande hausse des taux d'intérêt, notamment dans le marché hypothécaire. Il y a des fragilités qui se construisent effectivement dans cette phase pour l'économie américaine et pour le consommateur américain. Que dire de la partie emploi, Thomas, et même une question autour des licenciements dans la tech, auxquels on assiste quasiment jour après jour. C'est vrai que c'est spectaculaire, c'est vrai que les chiffres de licenciements sont annoncés. J'ai vu qu'on compilait peut-être 120 000 licenciements déjà dans la sphère technologique aux États-Unis depuis le début de l'année. Je rappelle que quand même, chaque mois, l'économie américaine crée encore en octobre plus de 200 000 emplois en net. Alors 120 000, c'est beaucoup, mais c'est pas toute l'économie américaine. Néanmoins, c'est quand même assez nouveau, j'allais dire, dans le paysage du marché du travail américain. On n'a jamais vu cette partie-là de l'activité américaine licencier aussi massivement. Est-ce que c'est grave? Quel type de conséquences est-ce qu'on peut attendre de ce point de vue-là, macroéconomiquement parlant, Thomas? Alors dans les chiffres économiques, on voit une certaine dichotomie, une certaine divergence entre les grandes entreprises et les petites entreprises. D'ailleurs, les postes à pourvoir, la fameuse série JOLTS, Job Openings, est plutôt tirée par les petites entreprises. Donc il y a cette dichotomie, cette divergence entre les grandes entreprises qui ont l'air d'être de plus en plus prudentes. On le voit notamment dans les indicateurs de confiance des CEO. Il y a quand même les CEO sont donc les directeurs généraux des entreprises sont beaucoup plus prudents, voire même commencent à être pessimistes
sur l'année 2023. Donc il faut se poser la question si en effet l'embauche ne va pas aussi ralentir en 2023. Et vous avez les petites entreprises qui restent encore assez prospères et assez... alors même si on ne le voit pas dans les indicateurs de confiance des petites entreprises, mais en tout cas on le voit dans les chiffres d'emploi. Donc c'est là la vraie question. Est-ce qu'il n'y aura pas un effet de ruissellement des grandes entreprises vers les petites entreprises ? Il est quand même fort à penser que le marché du travail va continuer à se normaliser dans les prochains mois, du fait même que la consommation elle-même devrait commencer à se tasser, du fait même que les entreprises vont mettre, à mon avis, au ralenti leur plan d'investissement. Donc voilà, hein, le marché de l'emploi est un indicateur retardé du cycle économique et finira par aussi se tasser dans le sillage des autres indicateurs américains. Et la partie technologique dans ce marché du travail américain, elle est à prendre en compte. C'est important, encore une fois, 120 000 emplois au regard de ce que peut créer encore l'économie américaine aujourd'hui. Ça paraît pas si énorme que ça, d'une certaine manière, Thomas. Mais on imagine que ce sont quand même des emplois très qualifiés, avec des bons salaires, avec un pouvoir d'achat conséquent, d'une certaine manière. Est-ce que ça peut avoir un impact plus lourd que ce qu'on imagine ? Alors, à titre juste, si on regarde la taille de ces licenciements versus le marché de l'emploi, la réponse est non. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un signal plus global à lire ? La réponse est potentiellement oui. Hein. Il y a quand même la prudence des CEO et du secteur de la technologie et commence à être reflétée dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, en fait, il pourrait y avoir donc même un arrêt des embauches dans d'autres secteurs. Donc la réponse est oui et non, mais donc voilà, il y a quand même un indicateur, c'est quand même un indicateur avancé du cycle, y compris du cycle des embauches dans les autres secteurs. Comment se présente le prochain meeting de la Fed, donc 13 et 14 décembre, sachant qu'on aura les minutes, le compte-rendu du dernier meeting de début novembre qui seront publiés ce mercredi soir. Thomas, avec beaucoup de prises de parole encore de banquiers centraux, là on est dans une période d'expression importante. Quelle va être la nature de la conversation, des débats qui animeront le prochain meeting ? Oui, donc je pense qu'on est passé d'un débat où est-ce que l'inflation a fait un pic, je pense qu'on peut tous dire potentiellement oui, à où est-ce que l'inflation va arriver en 2023 ? Et là, il y a un vrai débat. Il y a quand même encore beaucoup de craintes à la Réserve fédérale que l'inflation, même si elle diminue, reste potentiellement structurellement élevée en 2023. La Fed regarde certes donc l'inflation actuelle, mais elle regarde aussi les enquêtes des consommateurs, hein, notamment l'inflation de l'indicateur du Michigan, qui montre une inflation attendue à toujours au plus de 5% sur l'année à venir. Et donc la Fed reste un peu inquiète par rapport à une inflation qui deviendrait plus ancrée dans l'économie via les attentes d'inflation, via aussi les salaires, puisque les fameux indicateurs des salaires de la Fed d'Atlanta restent aussi également très élevés. Donc je pense que la Fed n'est pas prête à baisser la garde sur l'inflation. On verra au mois de décembre des prévisions pour le taux terminal qui devrait donc monter. On était à 4,6% au mois de septembre. Ce fameux taux terminal va sûrement aller autour de 5%. La question, c'est si c'est beaucoup au-dessus de 5%. Ou pas, puisque le marché à l'heure actuelle price entre 5 et 5,1% pour le taux terminal l'année prochaine. Donc bref, je pense que la Fed ne va pas crier victoire trop tôt, même si en effet on voit l'inflation qui a fait un point d'affection, mais la Fed va continuer de regarder non seulement l'inflation, mais les indicateurs type attente d'inflation des consommateurs et aussi les salaires. Et voilà, il n'y a pas assez de signaux concluants pour dire qu'une pause des hausses de taux est en vue. Est-ce qu'à ce stade, on peut trancher la question de 75 versus 50 points de base pour le meeting de décembre, Thomas, ou est-ce qu'il y a d'autres indicateurs à venir qui permettront peut-être d'avoir une probabilité plus forte d'un côté ou de l'autre ? Non, il est très probable que la Fed baisse à 50 points de base. Mais 50 points de base... c'est énorme. Ça reste énorme. Oui, voilà, ça reste énorme. Et si on fait 50 points de base à chaque meeting, vous voyez, il y a 2 meetings par trimestre, ça risque de faire beaucoup en 2023. Donc ça, c'est aussi une autre vraie question que les investisseurs devraient aussi se poser. Hein. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour votre éclairage macro sur la situation américaine. Au démarrage d'une semaine écourtée, je le rappelle, jeudi Thanksgiving, les marchés américains resteront fermés. Ce sera seulement suivi d'une demi-séance vendredi. Thomas Koester, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour l'édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.